temps, ça serait intéressant de voir s'il y a des questions à poser. C'est un monde nouveau pour nous. Nous sommes terrestres. Mhm. Alors, il y a Pounet qui a une question. Oui. Super intéressant. Merci beaucoup pour ta présentation. Et j'ai une question pour toi là, de l'effet Lise-Brazil, Not Effect. Oui. C'est pour ça que sur les astéroïdes, on voit sur la surface les rochers et puis où sont les particules fines. Alors, ce que j'ai bien compris, toi, tu crois pas là. Ça n'existe pas, non? En fait, ça peut exister, mais les échelles de temps sont très, très, très longues. Du coup, on peut faire le même approche adimensionnalisée pour comprendre entre l'amplitude de vibration et la force des gravités. Et on peut estimer combien de temps ça pourrait prendre pour que ces roches se déplacent à la surface d'un petit corps. Et il est possible que ça arrive, mais ce ne sera pas un processus très efficace. Ceci dit, les objets sont assez vieux. Peut-être ça a un petit effet, mais moins important qu'on aurait pu croire. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, a-t-on d'autres questions? Jean-David. Oui, bonjour, j'ai une petite voix aujourd'hui, désolé. Simplement, c'est une question un peu générale. J'ai l'impression que dans l'univers, on commence toujours par le frottement et puis éventuellement vient la cohésion. Est-ce que c'est ça? C'est beaucoup plus compliqué la cohésion. Oui, oui, c'est vrai. Au moins dans notre cas, parce que moi j'étais plus inspirée par ce qui est milieu granulaire que géotechnique au départ. Et du coup, notre approche est toujours de est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe quand on a des bits verts, hein, et ensuite on complexifie au fur et à mesure en ajoutant frottement, forme, cohésion. Mais maintenant, on sait qu'au moins sur les petits corps, la cohésion est très importante, ou pourrait être, principalement parce que en fait, pour du particule donné, la force de cohésion entre ces deux particules, ça va rester pareil sur Terre ou sur les petits corps. Mais vu que la gravité est beaucoup plus faible, la cohésion devient dominante par rapport au poids des particules. Et du coup, on voit des effets en fait où on pense qu'il y a des systèmes d'astéroïdes entiers qui sont tenus ensemble par un niveau de cohésion de l'ordre de 1 pascal. qui est rien. Ouais. Cette cohésion, elle est due à quoi? Probablement la force de Van der Waals. C'est pas cohésion due aux cimentisations sur les astéroïdes ou ni liquide. Au moins sur les petits corps, c'est très sec comme environnement. Aussi, comme Pierre a évoqué tout à l'heure, dans le vide, il y a moins de dépôts des molécules sur les surfaces et du coup, les particules peuvent être plus proches l'un de l'autre en augmentant la force de Van der Waals par rapport dans un environnement avec de l'atmosphère. Et du coup, on pense que c'est vraiment la force dominante en termes de cohésion. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. Oui, la cohésion, c'est un peu le casse-tête là en planétologie. Hein. On a vu ça sur Mars, quoi. D'abord parce que on a vu que c'est celle qui ne permet pas de distinguer vraiment la taille des grains parce qu'elle perturbe l'analyse de l'inertie thermique. Ensuite, on avait vu, donc moi j'avais été marqué par les photos sur le rétrofusée en disant, dis donc, il est quand même bien cimenté ce sol pour résister comme ça, parce que ça y va, quoi, une rétrofusée pour décaper. Nous, on travaille en érodabilité avec l'érosion à l'eau, là c'est de l'érosion à l'air, il y a sûrement des travaux à faire là-dessus. Et puis après, le mystère, toujours sur Mars en tout cas, c'est que bon, ça a l'air cohésif et costaud, mais après, on s'aperçoit qu'apparemment, la densité est très faible. Donc, ça fait un ensemble de choses qui nous poussent un peu à la limite de nos connaissances, nous, terrestres, hein, des sols résistants, mais très poreux parce qu'ils ont une forte cohésion dont la nature. Alors, sur Mars, je crois qu'il y avait, comme il y a un peu de vapeur d'eau quand même, hein, on voit parfois le matin des rosées, il y a eu des photos de rosées, donc il y a une tension de vapeur d'eau. Voilà, est-ce que d'après Golombek, il y aurait peut-être des possibilités d'avoir des effets d'oxyde sur Mars
aussi qui auraient des liens, mais c'est une chose qui est assez mystérieuse, quoi. Et après, l'impact de la cohésion sur des questions toutes bêtes qu'on se pose en mécanique géotechnique, c'est sur la vitesse, la densité de données, sur la vitesse des ondes, comment ça, est-ce que ça affecte de la même façon les modules élastiques et puis le critère de rupture. Enfin voilà, il y a un champ intéressant sur la cohésion. La cohésion, c'est une drôle de notion, on ne va pas trop en parler là, mais je pense que voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça pose aussi des problèmes au niveau planétaire. Alors, Stéphane Brûlé, très bien, merci. Oui, bonjour à tous, merci pour l'exposé. Juste une question à Naomi, je m'excuse, elle truste les questions. Finalement, sur ces petits corps, est-ce qu'on est l'équilibre de masse finalement entre ce qui se perd et qui vient en accrétion dessus? Finalement, qu'est-ce qu'on sait? Alors, déjà pour la formation, on pense que les petits corps comme Ichikawa, Ryugu, Bennu que je vous ai montré, on pense qu'en fait, ils ont été, c'est le résultat d'un grand impact qui a lieu plus tôt dans leur vie. Donc, il y a un impact catastrophique qui a fragmenté entièrement l'astéroïde, qui s'est ensuite réaccumulé sous les forces gravitationnelles pour réformer ce corps. Et donc, une fois réformé, ça reste, il y a de temps en temps de la perte de matière, mais c'est peu, on pense que leur masse est relativement stable. Quelques exceptions, il y a des astéroïdes qui passent proche du Soleil, il y en a un qui s'appelle Phaéton, et lors de leur passage proche du Soleil, ils se comportent plus comme une comète en fait. On pense qu'il y a de la fracture thermique des roches à la surface, et il y a de la matière qui est injectée, un peu comme une traînée de comète. Donc, la différence avec une comète, c'est une comète, il y a des volatiles dedans. Du coup, quand ça passe proche du Soleil, c'est les volatiles qui partent et qui donnent le joli traînée. Pour les astéroïdes, ça peut être carrément les morceaux de roche qui s'en vont. Donc, il y a des exceptions où, oui, il peut y avoir une perte de masse conséquente, mais pour la plupart, c'est faible par rapport à la masse de l'astéroïde, probablement. Voilà, est-ce que la sismologie martienne n'inspire pas quelques questions? C'est quand même pas rien quand on a vu tous les résultats qu'a présenté Philippe sur la meilleure compréhension et connaissance de la structure de Mars. Moi, ce qui me fascine en sismologie, mais c'est vraiment une question de… J'ai suivi ça depuis longtemps en essayant de comprendre un peu, c'est comment vous arrivez à vous débrouiller dans l'analyse des ondes. La coda, là, c'est ce qui vient derrière. Il y a des fréquences qui bougent, il y a tout qui bouge. Et vous arrivez à analyser ces choses-là et à trouver des informations. C'est quelque chose qui est très impressionnant. Alors, je ne sais pas si c'est une question bête, mais par rapport à Philippe, par rapport à la sismologie terrestre ou lunaire sur laquelle tu avais déjà travaillé, est-ce qu'il y a en termes d'outils d'analyse et d'interprétation, est-ce que Mars a apporté des choses nouvelles à la lumière des séismes nouveaux qui ont été découverts? Philippe, il est toujours là, Philippe? Ouais. La question, c'est est-ce que ce qu'on a fait sur Mars a été réutilisé sur la Lune et la Terre? Est-ce que ça vous a ouvert des nouvelles perspectives d'analyse auxquelles vous n'aviez pas encore pensé en analysant les séismes terrestres et lunaires? Alors, c'est évident que toute la communauté s'est beaucoup fatiguée pour repenser beaucoup de techniques d'analyse à une station. Hein. Et donc, de temps en temps, ça peut servir sur la Terre. C'est assez rare. Hein. Donc, il y a eu quelques exemples. Il y a eu quelques exemples, mais bon, sincèrement, sur Terre, on reste avec des réseaux. Hein. Donc, c'est en général anecdotique. Hein. Par contre, sur la Lune, oui, ce qu'on a développé, par exemple, pour déglitcher, pour regarder les azimuts, pour regarder… Pour t'expliquer ce que c'est, déglitcher. C'est-à-dire, pour faire simple, on a un capteur qui mesure des déplacements de l'ordre de l'angstrom. On a un câble qui est sur le sol qui va avoir une température qui varie de 100 degrés par jour, quasiment. Et donc, on peut raisonnablement imaginer que ce câble va se déformer sur le sol et bouger un petit peu. Et donc, on peut raisonnablement imaginer que de temps en temps, il y a des petits craquements par-ci, par-là qui sont un peu plus grands qu'un angstrom d'amplitude. Quand on dit ça, ça ne me semble pas complètement terrible à dire. Hein. Et donc, effectivement, on a des données qui voient beaucoup de petits craquements du sol de l'instrument, du lander.
ou du câble, et on doit un peu nettoyer toutes ces données de tous ces petits craquements. Voilà. Et donc sur la Lune, ça apparaît aussi beaucoup. Et donc je pense que là, tout à l'heure, on parlait de force de Van der Waals. Il est fort probable que beaucoup des petits signaux qu'on voit, qui ne sont pas des séismes, hein, mais qui sont des signaux un peu parasites, hein, en fait, sont complètement invisibles sur Terre. Hein, et que là, on voit des choses qui se passent au niveau microscopique, hein, soit entre des liaisons solides-solides, soit comment dire, des liaisons entre l'instrument et le sol. Donc, je pense qu'il y a tout plein de petits signaux dans le bruit qui sont des choses masquées sur Terre qu'on détecte avec des instruments comme ça. Voilà. Mais pour l'instant, on va dire, on reste avec de la sismologie classique quand même. Hein. C'est-à-dire, on voit des ondes qui arrivent, donc on continue. Voilà. Alors, tu parlais aussi de la coda. Alors ça, c'est vrai que Mars et la Lune sont des planètes où les failles ou les fractures de la subsurface, en fait, ne sont pas remplies d'eau. Et je pense que ça, c'est un point fondamental. D'ailleurs, les astéroïdes, c'est la même chose. Hein. Sur Terre, on fait de la sismologie et ce qui se passe sur Terre, c'est que si vous prenez n'importe quelle fracture dans le sol, hein, n'importe quelle faille, en général, ces failles, elles ne sont pas vides. Elles sont remplies soit de sable, soit d'eau, soit elles ont cicatrisé. Et je pense que sur des planètes avec une très faible atmosphère, où il n'y a pas d'eau qui circule, on a beaucoup, comment dire, de failles qui sont tout simplement vides. Et donc, pour les ondes sismiques, on a des cas de figure où finalement l'onde sismique se propage et puis tout d'un coup, elle va avoir un mur devant elle, hein, parce que même si la faille, elle fait que 50 microns d'épaisseur, ben, s'il y a du vide derrière, il y a du vide derrière. Hein. Donc, du coup, la faille ne va transférer le mouvement que par les aspérités qui sont en contact des deux côtés. Alors que sur Terre, on n'a pas du tout ça. Donc, je pense qu'on voit énormément de diffraction et aujourd'hui, on ne sait pas très bien la modéliser, toute cette diffraction. Tu vois, on arrive à modéliser, mais ce n'est pas forcément la preuve que ce qu'on modélise est ce qui se passe, parce qu'on peut diffracter avec beaucoup de phénomènes. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses où on croit modéliser, on a des résultats, mais ce n'est pas pour autant que les modélisations sont vraies. Philippe, combien de capteurs vous aviez sur Mars? Combien de capteurs? Oui. On avait un sismomètre qui avait 6 axes, donc 6 capteurs. J'avais une question supplémentaire aussi sur sur pratiquement à 30. Les 6 capteurs étaient à peu près au même endroit, à 20 cm près. Excusez-moi. Oui, donc si je peux me permettre, c'est sur Mars, on a donc un MOO qui serait à une profondeur qui est comparable à celle de la Terre, non? Alors à peu près, oui. Voilà, à peu près. Alors évidemment, sur Terre, le MOO est plus superficiel, par exemple dans les structures océaniques, hein, au voisinage des dorsales. Mais c'est de cet ordre, oui, c'est le même ordre de grandeur. Donc est-ce que ça voudrait dire que finalement, il y a une sorte de valeur absolue de MOO qui existe, quelle que soit la taille de la planète, et que finalement, à partir d'une certaine masse critique, on a ce dont vous vous doutiez, c'est-à-dire que le Caire était liquide, ce qui c'est pas le cas sur la Lune, me semble-t-il. Hein. Sur la Lune, le noyau est aussi liquide. Ah bon, d'accord. Alors aujourd'hui, justement l'intérêt d'Insight, c'est qu'avec ce qu'on a fait sur la Lune. La définition du mot pour ceux qui sont moins au courant, juste rapidement. Alors, donc je vais définir tout ça, mais je vais commencer en disant quand même l'intérêt aussi d'Insight, c'est qu'aujourd'hui, on peut comparer la structure interne de la Terre, de Mars et de la Lune. Voilà, donc ces 3 objets ont toutes une croûte, et la discontinuité entre la croûte et le manteau, c'est ce qu'on appelle le MOO. Ça vient de M. Morovici qui a découvert ça sur Terre.
Et on a gardé par extension le nom de Moho pour les autres planètes, mais disons c'est la discontinuité croûte-manteau. Tous les cas de figure, cette croûte, en fait, elle correspond à, en général, une activité volcanique ou alors une croûte qui s'est formée lors de l'accrétion de la planète qu'on appelle une croûte primaire. Donc en fait, cette croûte, elle correspond vraiment à des processus chimiques qui, quelque part, sont proportionnels à, en gros, pas vraiment le volume de la planète, mais disons la partie active de la planète qui est sous la croûte. Donc ce n'est pas complètement idiot d'arriver à la conclusion que finalement ces croûtes sont relativement comparables parce que l'histoire volcanique de ces planètes, elle va être assez comparable. Mais il y a évidemment des exceptions. La belle exception sur Terre, c'est la croûte au milieu des dorsales, parce qu'en permanence, cette croûte est reformée. Et donc, sur Terre, on va comment dire, avoir de la croûte très, très fine au niveau de la dorsale. Et sur les planètes du système solaire, à certains endroits, les impacts ont enlevé la croûte. Et donc, on a des variations d'épaisseur cristal très, très fortes au niveau des impacts. Mais InSight ne s'est pas posé à un endroit où il y avait un impact très fort. Voilà, donc ça, c'est la croûte. Ensuite, dans le manteau, il y a toute la partie du manteau qu'on appelle la lithosphère thermique. Et donc, je vous rappelle, la lithosphère thermique, c'est cette partie du manteau où la chaleur se diffuse par conduction de la chaleur. Et il n'y a pas de convection. Et ça, le point très intéressant, c'est que la sismologie permet de mesurer l'épaisseur de la lithosphère thermique parce que la vitesse des ondes sismiques dépend de la température. Et aujourd'hui, donc, du coup, on a pu faire estimer l'épaisseur de la lithosphère thermique de Mars à entre 400 et 500 km d'épaisseur. Ceux-là qu'on peut comparer à la Lune, où c'est plutôt 900 000 km, et la Terre, où ça va être 10 à 30 km suivant les endroits, 10 à 50 km, à 100 km suivant les endroits. Encore une fois, suivant qu'on est à des dorsales, des zones de subduction, voilà. Et enfin, en dessous de à la base du manteau, on a le noyau. Et la grande surprise, peut-être des 20 dernières années, a été de constater qu'aujourd'hui, toutes les planètes telluriques que l'on connaît, finalement, la Terre, Mars, Mercure, Vénus, et a priori la Lune, bon, que je ne mets pas comme une planète tellurique, mais comme un objet tellurique, tous ces objets telluriques ont tous un noyau qui est liquide à l'extérieur. Et donc, les vieilles idées qui étaient de dire qu'une planète qui est petite, en fait, se refroidit très vite, et comme elle se refroidit très vite, elle va figer son noyau liquide. Ces idées-là sont dépassées. Pierre, j'ai une question pour toi. T'es en mute. Et tu m'entends? T'es en silence. Oui, vas-y, oui. J'écoute. Ah ben c'est toi qui es en silence maintenant. N'importe quoi, pardon. L'année dernière, j'ai parlé avec un des scientifiques de la NASA, JPL, et puis lui m'a dit que pendant la mission de Persévérance, ils ont constaté des traces de monorodémite sur Mars avec l'analyse spectrométrique qu'il avait fait. Mais il disait qu'on n'est pas vraiment sûr, la résolution n'était pas vraiment élevée, mais on pense qu'en fait, on a vu les traces d'argile sur Mars. Qu'est-ce que tu en penses? Les traces d'argile, apparemment, ça a été aussi vu par des observations géologiques optiques de photos où on voyait des espèces de plaques qui rappelaient aussi ça. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez bien établi, oui, qu'on ait des argiles sur Mars, parce qu'on en a observé apparemment en surface. J'ai vu des photos qui montraient ça. Et puis, comme il y avait il y avait de l'eau auparavant, de l'oxydation, je pense que les conditions
physico-chimiques étaient remplis pour avoir des générations d'argile. Ouais, ça paraît raisonnable. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça quand même. Ok. Merci. Et justement, moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que donc là, on a vu qu'il y a un brevet, là, ce système qui est intéressant. Est-ce que tu penses que ton système, bon, alors, je n'ai pas trop détaillé les ennuis de la pénétration de la sonde là, sur Mars, mais est-ce que toi, tu penses que ton système aurait pu aller jusqu'à 5 mètres de profondeur au niveau d'Insight? 100 mètres. C'est ce qui était visé. 5 mètres. Ouais, 5 mètres, c'était la profondeur visée. On n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a un cordon qui était derrière la sonde autopénétrante, là, et le cordon avait tous les mètres, je crois, des capteurs de pression pour voir le gradient de température et donner des informations complémentaires sur l'émission de température de la planète, quoi. Donc, il fallait descendre à 5 mètres, c'est ce qui était prévu. Bon. Moi, c'est quoi je peux dire, c'est un terrain inconnu. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va vraiment rencontrer, mais moi, je crois vraiment à l'efficacité de cette vibration latérale. C'est comme, tu sais, pour moi, là, quand je donne des présentations, je dis c'est comme hydraulic fracturing, mais on utilise les sondes pour faire des fissures et puis fluidiser vraiment le milieu granulaire. C'est très efficace, surtout en termes d'énergie, en termes de batterie et tout ça. Mais si ça va jusqu'à 5 mètres, franchement, là, j'ai aucune idée. Au laboratoire, on peut essayer et puis ça marche très bien. Mais, oui. Alors après, on en revient à la question de tout à l'heure. On comprend que ça marche bien sur le granulaire. Et quel serait l'effet d'un peu de cohésion sur l'ensemble? Cohésion, alors la cohésion, si on est lâche, j'imagine que ce sera un peu plus facile. Si on est moins lâche, plus dense, quel serait l'effet de la cohésion? Vous avez dû réfléchir là-dessus, j'imagine aussi. Oui, un petit peu en fait. Vous dites cohésion, mais moi je le vois dans le contexte lunaire, vraiment le sol agglutiné, rigolé. Et puis, si en fait on mélange ça veut dire on ajoute une méthode percussive aussi à percussion, tu vois, là, pour le système de martelage. Ça veut dire que tu fais avec ultrasons, tu fais des fissures. Et puis, avec un système de martelage, tu peux casser en fait le roc et puis aller plus profondeur. Mais c'est juste le fait en géotechnique, dans le sol normal, le système comme ça, martelage, tu densifies le sol. Ça aide pas vraiment à aller plus profond. Donc, c'est un petit peu une solution qui n'est pas vraiment efficace. Dans le roc, avec le martelage, ça veut dire que tu crées des fissures avec laser ou avec ultrasons. Et puis, avec un système de martelage, tu peux casser le roc et puis aller plus profond. Oui. Oui, parce que dans le secteur minier, ils utilisent maintenant le système de laser pour fissurer le roc. Mais je pense qu'ils n'ont jamais utilisé vraiment dans l'exploration planétaire. Bon, en tout cas, on ouvre beaucoup de perspectives. Le temps passe, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Je crois qu'on a eu là. S'il n'y a plus d'autres questions, je vérifie. Je crois que ça va, à moins que quelqu'un ait une dernière question éventuelle à poser. Écoutez, si ce n'est pas le cas, moi je remercie les conférenciers qui nous ont fait voyager aux limites de. Donc, nous, on est des géotechniciens terrestres. Alors déjà, quand on est planétaire, c'est de la géotechnique extraterrestre. Ensuite, on a fait de la géophysique. Ensuite, on a fait de la planétologie sur des petits corps avec des gravités de centimètres par seconde au carré. Donc là, on arrive à pas mal. On touche les limites de tous les côtés. Dans tout ce qui a été proposé, je crois que ça a été intéressant de voir toutes ces limites. Donc, je remercie encore une fois les conférenciers, les conférencières de nous avoir fait voyager comme ça. Puis, je remercie aussi les participants. On a dépassé les 100 personnes en termes d'assistance, donc je pense que c'était bien. Et que le public géotechnicien terrestre s'est bien intéressé aux élargissements géophysiques et interplanétaires. Alors, merci à tous. Et puis, à une prochaine fois. De toute façon, tout a été enregistré. Et je crois que les présentations seront disponibles sur le site du Comité français de mécanique des sons. Merci à tous et au revoir.
Merci à tous. Ça fait un plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.